Thierry Discepolo est à l'origine de la revue Agone et fondateur des éditions du même nom. Une rencontre avait lieu jeudi 23 mars 2023 à la librairie Ombre Blanche avec Thierry Discepolo à l'occasion de la parution de La Trahison des éditeurs aux éditions Agone. Bonne écoute. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents ce soir dans un contexte social particulier, merci d'être parvenus jusqu'ici et merci d'être venus à la rencontre de Thierry Discepolo que nous sommes très heureux d'accueillir. C'est un partenaire de la librairie de longue date, un ami, un camarade, je ne sais pas quelle terminologie utiliser. Et donc vous venez ce soir pour nous présenter ce livre, La Trahison des éditeurs, qui paraît donc chez Agone dans la collection Contrefeu. Agone, c'est donc une maison d'édition qui a été fondée à Marseille dans le milieu des années 90-97, je crois, qui est issue d'une revue du même nom, qui a commencé à apparaître dans les début des années 90. Et donc vous êtes éditeur chez Agone, directeur de collection, notamment de la collection de poche Éléments et puis de cette collection Contrefeu. Ce livre, La Trahison des éditeurs, connaît aujourd'hui sa 3e édition, sa 2e réédition, après une parution originale en 2011 et une première réédition en 2017. Et étant donné la marche en avant de l'édition capitalistique, on peut craindre et déplorer peut-être de futures éditions selon ce qui va arriver dans les années prochaines. Ce monde de l'édition, donc vous le connaissez bien en tant qu'éditeur. Agone, c'est donc une maison d'édition indépendante. On aura l'occasion de revenir sur ce terme d'indépendant qui est central dans votre livre. C'est une maison qui offre donc au lecteur un catalogue de sciences humaines et sociales, d'histoire et de littérature également, et qui est ancré dans les luttes du temps présent. La présentation sur le site d'Agone annonce un projet éditorial qui répond à un projet politique, proposer des livres qui fournissent au plus grand nombre des outils pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. On peut citer parmi les auteurs les plus emblématiques du catalogue, Wardin par exemple, Noam Chomsky, et dans le domaine francophone, Jean-Marc Rouillant, Jacques Bouvresse, le philosophe, Serge Halimi. On aura peut-être l'occasion de parler du livre de Serge Halimi auquel vous faites référence plusieurs fois dans le livre. Et je vous invite à découvrir le riche catalogue de la maison Agone sur le site agone.org. Alors, je vais vous laisser la parole parce qu'on est là pour vous entendre avec une première question peut-être sur le rapport du monde de l'édition avec plus globalement le monde des médias. Vous dites que l'édition n'est jamais analysée d'un point de vue sociologique ni historique à la même aune que, disons, les médias traditionnels. Et pourquoi cette distinction et qu'est-ce qui, selon vous, rattache l'édition complètement au fonctionnement de la production de l'information, de la diffusion de l'information Bonsoir, merci d'être venu. Sur un thème qui n'est pas un thème très visible, en effet. C'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas visible, c'est que effectivement, c'est un peu le parent pauvre des médias, l'édition. C'est celui qu'on nomme jamais, c'est celui d'ailleurs que les gens connaissent peu. Il faut bien avouer que quand on demande aux gens qu'est-ce que fait un éditeur, en fait très peu de gens, sauf des gens de ce métier, sont capables de répondre. Qu'est-ce qu'il fait exactement un éditeur ? C'est lui qui a écrit le livre, c'est lui qui l'a imprimé, c'est lui. Qu'est-ce qu'il fait exactement ? Pourquoi son nom est aussi gros sur la couverture ? Pourquoi il s'arroge cette espèce de préemption sur les livres, alors même qu'on ne sait même pas ce qu'il fait ? D'accord. Et donc, ça commence là déjà. Cette espèce d'invisibilité, elle permet au monde de l'édition de ne pas sembler appartenir à ce qui est la réalité des médias, produire de l'information, produire du texte,
discuter des idées, mettre en distribution, mettre en diffusion, mettre à disposition des idées. Et en tant que tel, c'est ce que font les médias. Alors ils le font pas au même rythme, chacun le fait à son rythme, quotidiennement, hebdomadairement, 2 fois par mois, tous les trimestres. Mais si vous regardez la production de maisons d'édition et si vous arrêtez de considérer que c'est pas périodique, en fait, une maison d'édition produit périodiquement des documents. C'est pas des articles, ce sont des livres. Et ces livres, ils sont en général attachés à, on va dire, à deux grandes lignes dont l'une des deux est l'actualité. Donc en tant que tel, pourquoi ça n'en fait pas partie? D'accord. Alors la réponse, je l'ai pas, sinon que je sais que ça fait maintenant 15 ans que je milite à peu près sans cesse pour rappeler que ça en fait partie. Je vous donne un exemple d'actualité qui est tout à fait emblématique de cette situation. C'est quand Edou Plenel présente actuellement son dernier livre, qui est un appel à la vigilance, et en l'occurrence la vigilance contre les dangers de l'extrême droite. Il donne la liste de tous les lieux avec lesquels un intellectuel cohérent ne doit pas collaborer. C'est-à-dire que quand on se retrouve en face d'un intellectuel qui est dans une radio, qui est dans un syndicat, qui est dans un parti, qui est dans un média qui a à voir avec l'extrême droite, il explique qu'il faut en être conscient et ne pas travailler avec lui. Et en fait, à la fin de la liste, en fait, il manque un nom. Pourquoi il n'y a pas l'édition dans cette liste-là? L'édition est absente de la liste, en fait. Tous les médias, tout ce qui, à un moment ou à un autre, pour regrouper la production de texte, y est, sauf l'édition. Alors évidemment, dans le cas des Edou Plenel, on comprend pourquoi. C'est-à-dire que, étant édité, le livre paraissant à la découverte, et la découverte étant la propriété de Bolloré, ça pose tout de suite un problème. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas faire cette déclaration s'il ajoute éditeur dans la liste. D'accord ? Et une des manières de répondre à la question, c'est justement de rappeler à quel point, en fait, il y a une fusion totale, et aujourd'hui qui est de plus en plus grande, entre cet absent des médias et les autres médias. Notamment parce que souvent, en fait, c'est les mêmes propriétaires de ces marques éditoriales et les marques médiatiques. D'accord, la presse et la radio, alors la télé, c'est un peu plus compliqué, mais quand même, voilà. Et donc, une des motivations, j'imagine, pour l'actualisation de ce livre, c'est alors notamment le rachat des éditions de Minuit par Gallimard à l'automne 2021, mais c'est également l'actualité du groupe Hachette, qui est en passe d'être racheté par Vincent Bolloré. Est-ce que justement, on reviendra sur le cas Gallimard Minuit peut-être après, mais sur Hachette et Bolloré, est-ce que c'est pour vous seulement le énième épisode de cette série de regroupement, d'acquisition, de vente que vous décrivez? Est-ce que c'est seulement un énième épisode ou est-ce que ça marque peut-être un tournant particulier? Est-ce qu'il faut s'arrêter vraiment sur cette affaire-là, comme le font les médias justement depuis quelques mois? Alors, je me permets un petit détour d'abord pour commencer. Donc la première édition du livre, c'est 2011. Donc en 2011, quand je finis à peu près 6 ans de collecte d'informations, j'ai une sorte d'image qui est une image qui va être jugée à l'époque non seulement caricaturale, même dans une certaine mesure fausse. C'est-à-dire que je décide de ne absolument pas traiter le monde de l'édition au travers des marques, mais au travers essentiellement des propriétaires de marques. C'est-à-dire que le livre, la première édition, était tissé systématiquement, tout nom, toute marque était précédé par son propriétaire. D'accord ? Toute marque par son propriétaire. Ce qui donne une lecture, quand on lit le livre, extrêmement différente de l'univers dans lequel on est. D'accord ? Ensuite, ça efface aussi les colorations politiques de chacune des marques. Ce qui compte, c'est pas leur ligne éditoriale, c'est le propriétaire. Cette
cette entrée-là, elle n'a rien de particulièrement original. Vous m'accordez que quand il s'agit de grande distribution, par exemple, tout le monde a envie de savoir derrière, qu'est-ce qui est derrière Auchan, qu'est-ce qui est derrière Casino, qu'est-ce qui est derrière, etc. Mais y compris pour la presse, c'est-à-dire radio, on a envie de savoir qui est le propriétaire d'Europe 1, on a envie de savoir qui sont les actionnaires du monde, etc. etc. Pour tous les éléments du monde dans lequel on vit, les gens sont plutôt intéressés à savoir qui est le propriétaire. Curieusement, dans l'édition, très peu. D'accord ? Et notamment quand ce sont des groupes qui ont parfaitement intégré cette réalité, c'est-à-dire la dissimulation de la propriété des marques. Et l'exemple le plus clair à l'époque, donc il y a maintenant une dizaine d'années, c'est Actes Sud. C'est-à-dire que quand je finis mon travail sur Actes Sud, ce que je découvre, c'est que d'abord, ils ont construit un discours, et qui a été construit pendant 20 ans, un discours sur la non-appartenance au système de groupe. Ils ont même construit un vocabulaire. C'est pas un groupe, c'est un... Le mot ne vient pas. Une galaxie. Une galaxie, voilà. C'est une galaxie. Ce ne sont pas des maisons hachées, ce sont des partenaires, etc. Il y a une sorte de dissimulation de la réalité de l'organisation capitalistique du groupe. Et j'ai vraiment insisté assez lourdement sur les réalités du montage économique de cette galaxie. Ce qui est... Juste une parenthèse, cette dissimulation qui s'accompagne en plus d'un récit médiatique de Hubert Nissen, l'éditeur né dans une bergerie provençale, Bertrand Pi, l'homme qui porte des chandails tricotés main, etc. Voilà, bon, ça c'est aussi, alors, à l'oral, vous n'y avez pas droit, mais à l'écrit, vous avez droit effectivement à ce type de facétie. Alors, quand les gens me demandent pourquoi en fait, le livre du début jusqu'à la fin, alors que c'est un pamphlet extrêmement sérieux sur la propriété du capital et les problèmes que pose l'accumulation du capital, en fait, c'est pour ne pas m'ennuyer moi-même. C'est-à-dire, ça c'est pour commencer, et pour, j'espère, ne pas ennuyer les lecteurs. Donc effectivement, les portraits ne sont pas seulement les portraits très sérieux, comme je vous en présente maintenant, mais les portraits des gens en eux-mêmes. C'est-à-dire que, notamment chez Actes Sud, alors ils ont arrêté après, avec la mort du maire d'Issène, donc en 2011, je crois, oui, 2012, ils ont cessé cette mise en scène. Mais c'est assez impressionnant pour quelqu'un qui découvre ça, de voir que vous avez vraiment des kilomètres de reproduction du même récit d'Hubert Nissen, son pantalon côtelé, l'arbre sous lequel il reçoit les auteurs, le grand chêne à toutes les saisons, la table en pierre épaisse, etc. C'est en permanence, c'est le toit en lauze de la bergerie, c'est-à-dire que... Mais à aucun moment, il y a ce qu'on appelle la holding Actes Sud Participation. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'existe que cette mise en scène. Alors, eux ont poussé ce système, mais Gallimard le sien, tout éditeur, on va dire, de cette famille-là. Alors après, il faudrait rentrer dans le détail. Tous les modèles éditoriaux ne sont pas les mêmes. Il y a des divergences majeures entre les modèles éditoriaux. Alors, ça serait un peu fastidieux, mais celui-ci était particulièrement caricatural, d'accord ? Donc, les années qui ont suivi ont eu comme caractéristique, c'était presque une sorte de pari que je me suis fait moi-même, c'est au bout de combien de temps le modèle que j'ai décrit de manière assez précise, qui appartient à qui est et à quel niveau dans l'espèce de liste toujours des plus grands éditeurs, premier, deuxième, troisième, quatrième, où se trouvent les marques, voilà. En fait, ça a duré 1 an. Au bout d'1 an, le livre était caduc. Pour une raison très très simple, c'est qu'il y avait eu tellement de rachats et de ventes que le portrait que j'avais fait en 2011 n'était plus vrai en 2012. Et pour des événements qui sont non négligeables, dans l'édition, le jour où Gallimard rachète Flammarion, si vous voulez, ça bouleverse complètement la mécanique enfin, le portrait, pardon. Et pareil, quand Actes Sud rachète Payot, ça a des effets considérables. D'ailleurs, ça fait changer les chiffres d'affaires des uns et des autres, et ça fait surtout des valses de marques qui changent. Voilà, d'accord. Donc, selon des tours, pour dire que 10 ans plus tard, en fait, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau.
Et la caractéristique d'un Bolloré, sa brutalité, son absence de scrupules, son ancrage à la droite, voire à l'extrême droite, n'est pour moi qu'un effet, on va dire, déplaisant au premier aspect, mais en fait tout à fait intéressant au second aspect. Pourquoi ? Je m'explique. La figure de Bolloré, c'est la figure du patron. Mais du patron tel que, depuis un siècle, grâce au travail zélé de chargé de communication, on a tendance à le faire disparaître. C'est-à-dire que un patron, ça n'est plus quelqu'un qui est propriétaire d'un espace sur lequel on fait ce que lui a envie qu'on fasse. C'est-à-dire qu'il a un outil, il l'a acheté, et cet outil, il l'utilise pour ce qui lui l'intéresse. Et pas du tout sur comment dire, l'espèce d'image qu'on peut avoir, c'est-à-dire liberté d'expression, diversité culturelle, art, lettres, littérature. Non, il a un outil, cet outil, il le met à son service. Alors, et Bolloré le fait avec je pensais dire une saine brutalité. D'accord ? Donc, il nous rappelle qu'est-ce que c'est qu'un propriétaire. Qu'est-ce que c'est qu'un propriétaire ? Exactement à l'inverse, quand on écoutait Hubert Nissen, on avait presque l'impression qu'il était au service d'une œuvre de bienfaisance qui, par le plus grand des hasards, a augmenté son capital. Mais le lien entre les deux était presque magique. D'accord ? Chez Bolloré, il n'est pas du tout magique. D'accord ? Il remet ça à jour. D'accord ? Il remet ça clairement. Alors, évidemment, le monde médiatique éditorial que nous prépare Bolloré est un monde qui est effectivement inquiétant. Il faut pas négliger cet aspect-là. Mais ce sur quoi j'essaie d'insister, c'est sur le fait que le nouveau stade que semble imposer Bolloré à l'édition n'a été possible que parce qu'il continue à faire une chose qui a été faite avant et qui commence dans sa partie très accélérée à la fin du XXe siècle, mais dès avant, encore 50 ans plus tôt. C'est-à-dire que le livre ne remonte pas dans le détail avant l'après-guerre, mais il est assez clair que certaines figures, comme Sven Nielsen, qui est le créateur en 1943 de ce qui sera assez vite le groupe de la Cité, et qui va changer successivement de nom, je vous épargne ces métamorphoses successives, qui va passer un temps dans les mains de Messier, mais qui aujourd'hui est dans les mains de Bolloré. Bolloré a un outil qui s'appelle Editis, que parce qu'il y a eu avant un travail qui a été fait par tout un ensemble d'acteurs qui ont fait la même chose, c'est-à-dire ils ont racheté, grandi, rationalisé la production, pressuré leur personnel, augmenté leurs bénéfices, racheté, etc. Cette mécanique, c'est la même. Et quelle que soit la coloration politique des uns et des autres, ce sur quoi j'insiste, c'est sur le fait que c'est beaucoup plus important le travail qui est fait en termes de concentration, en termes d'accélération de la concentration, en termes d'augmentation des richesses, que ce qui est fait en termes de connotation politique. D'accord ? Et sur la question alors de l'indépendance, on va y venir à travers Gallimard et Actes Sud, qui se présentent comme des éditeurs indépendants, au sens où alors leurs fondateurs, ou surtout les héritiers des fondateurs, sont encore actionnaires majoritaires de ces groupes, et donc ils n'ont rien à voir avec les groupes constitués d'un capital éclaté, issu de rachats successifs. Mais pour vous, ça n'a pas de sens. Vous semblez vous remettez même clairement en cause dans le livre le statut d'indépendant d'Actes Sud, de Gallimard ou d'autres. Alors, quand on fait une réédition aussi lourde que celle-là, il faut tenir compte déjà de 10 ans, c'est à la fois court et très long, hein, comme période. Et dans le monde de l'édition, c'est en fait très long. Ce qui s'est passé en 10 ans, c'est considérable. L'accélération que j'avais observée entre, disons, 2000 et 2010,
je ne sais pas si c'est pas 10 fois plus, mais c'est de cet ordre-là, quoi. C'est énorme, d'accord. Donc, en 2011, quand la première édition paraît, la question de l'indépendance, c'est vraiment la question clé. C'est-à-dire que le monde de l'édition se sépare en deux familles, les grands indépendants et Hachette. Hachette qui est le repousseur absolu, qui lui n'est indépendant à rien, alors que les autres sont indépendants. Voilà. Et la première chose que je constate, c'est quelles sont les différences entre tous ces groupes-là. Alors, on va parler du fait que chez Hachette, eh bien, en 2011, le fils succède à son père. Voilà, on dit, mais chez Gallimard, non. Chez Actes Sud, non. C'est partout pareil. Chez Bolloré, non. C'est pareil. C'est-à-dire que l'ensemble des critères qu'on va donner, on va essayer de dire, oui, d'accord, mais chez Hachette, c'est vraiment un groupe dans lequel il y a une sorte de diversité dans l'appropriation des divers médias, alors que les autres groupes sont des groupes qui sont des groupes uniquement éditoriaux. Ce qui n'est pas faux. Gallimard, aujourd'hui, est un groupe qui n'a pas joué à acheter des radios et de la presse. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. C'est-à-dire que ce qu'on remarque quand on regarde l'histoire de Gallimard, c'est qu'il fut un temps où ils avaient des magazines, et pas particulièrement ce qui se fait le plus chic. Par exemple, c'est Détective, par exemple. D'accord. Ils n'ont pas non plus toujours été loin. Ils ont aussi donné dans le cinéma. Ils ont tenté. C'est-à-dire que l'histoire de tous ces grands groupes, en fait, quand on la regarde, non pas seulement dans les 20 dernières années, mais quand on la regarde dans le long cours, on se rend compte que c'est à peu près toujours les mêmes. En fait, c'est essentiellement l'histoire de groupes qui cherchent les moyens de gagner le plus vite possible autant d'argent et de grossir le plus vite possible. Voilà. Donc c'est alors la question de l'indépendance aussi, elle se pose sur la rhétorique médiatique de mise en scène. Donc, elle va se voir dans les moments de gros rachats. Donc, quand un éditeur est racheté par Hachette, il perd son indépendance. Mais quand un éditeur est racheté par Gallimard, il augmente son indépendance. Ce qui est assez curieux quand même. C'est-à-dire que, normalement, il se passe la même chose, a priori. C'est-à-dire que quand Flammarion a été racheté par Gallimard, ben, normalement, on peut dire que l'ensemble des marques de Flammarion avaient perdu. Non, en fait, pour la presse spécialisée, notamment Livre Hebdo, qui est la presse du monde du livre, non, là, en revanche, c'était vertueux. Il y a des concentrations vertueuses et des concentrations non vertueuses. Donc, ce qu'on voit, c'est essentiellement que le jeu est un jeu de distribution, en fait, de vertus, de bons points, voilà. Y compris dans le cas d'Actes Sud. C'est-à-dire que c'est à peu près la même chose qui s'est passée, avec le paradoxe que quand Flammarion a été racheté par Gallimard, il se trouve qu'une partie des capitaux d'Actes Sud était à la propriété de Flammarion. Gallimard a racheté une partie d'Actes Sud. Et là, curieusement, à nouveau, pour Actes Sud, cet acte de rachat était une perte d'indépendance. Alors que normalement, il aurait dû faire comme il fait pour tout le monde, puisque quand lui rachète une maison d'édition, cette maison d'édition augmente son indépendance. Donc pourquoi quand c'est lui qui a racheté, elle baisse? Voilà, vous voyez ce jeu hypocrite. Jeu hypocrite qui d'ailleurs est accompagné par chacune des maisons d'édition qui sont rachetées. Je me suis amusé à collecter l'ensemble des déclarations des nouveaux achetés. En fait, on a toujours la même histoire. Toute personne qui est rachetée, en fait, a l'impression qu'il est libéré. Et donc, on a une sorte de paradoxe, c'est il est libéré de quoi? Alors, en fait, il est libéré de ses contraintes. Quelles contraintes? En fait, il va plus voir son banquier, il discute plus avec son gestionnaire, d'accord? Donc, ça augmente sa liberté. Mais normalement, en général, quand on est racheté, prenons le modèle habituel. Quand quelqu'un est racheté en tant qu'esclave, on considère que c'est plutôt une baisse de liberté. Non, dans l'édition, c'est l'inverse. En fait, le monde de l'édition fonctionne à l'inverse du monde normal. Donc c'est à ce jeu-là, en fait, que c'est ce retournement de mise en scène que je me suis amusé à faire. Et oui, vous citez, alors ce ne sont pas des attaques ad nominem, mais vous citez effectivement beaucoup de noms de marques, mais aussi de noms d'éditeurs.
Hugues Jalon, Stéphanie Chevrier, enfin on va pas faire toute la liste, mais on pourra peut-être revenir épisodiquement sur l'un ou l'autre. Mais par rapport à cette question, malgré tout, des hommes et des femmes qui font l'édition, votre livre s'appelle La trahison des éditeurs, et il peut faire penser à un livre d'André Chiffrine, L'édition sans éditeur, qui est paru à la Fabrique il y a de nombreuses années. Et puis vous citez aussi un sociologue belge, Pierre ou Pascal Durand, je crois, qui dit à un moment l'édition échappe à l'édition. Est-ce que ça rejoint un peu ce que vous disiez au début, que l'éditeur, on ne sait pas ce qu'il fait. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que cette idée d'édition sans éditeur ou de trahison des éditeurs? Bon, ça, je vais donner une réponse d'éditeur. En fait, le travail de l'éditeur, donc j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est notamment le travail sur le titre. Quand vous signez un contrat avec un auteur, il est bien précisé qu'en fait, il y a des tas de choses qu'il pourra faire. Notamment, il aura la main mise sur son texte, mais en revanche, il y a des choses auxquelles il ne touchera pas. Parmi les choses auxquelles il ne touchera pas, il y a le titre. Le titre est la prérogative de l'éditeur. Le titre, le quatrième de couverture, le tirage, et tout un ensemble de choses comme celle-là, d'accord. Donc évidemment, quand il s'agissait du titre du livre que j'avais écrit, je l'ai particulièrement soigné, d'accord. Voilà. Maintenant, j'ai envie de vous raconter cette anecdote qui n'a à la fois aucun intérêt et qui est tellement emblématique. C'est quand est-ce que j'ai trouvé ce titre-là? En fait, j'ai trouvé ce titre-là un jour de printemps 2010, quand je suis arrivé devant le Salon du Livre de Paris, en fait. En arrivant devant le Salon du Livre de Paris, c'est-à-dire le grand barnum de l'édition, en fait, la formule s'est vraiment imposée à moi. Mais je passais les portes et elle s'imposait à moi parce qu'aussi elle reproduit un poncif. En fait, la trahison des éditeurs reproduit un titre classique qui est la trahison des clercs. D'accord ? Voilà. Donc c'est ça. En fait, un titre réussi, c'est un poncif. Vous devez repérer une formule que vous avez déjà en tête. Voilà. D'accord. Après, vous dites qu'il n'y a pas d'attaque ad hominem. Vous êtes très sympa, mais si, en fait, quand même, il faut avouer que oui. Non, il y en a même beaucoup. Il y en a même, on me dit trop. D'accord. Non, c'était pour laisser la surprise à ceux qui n'ont pas encore lu le livre. Et alors, d'ailleurs, c'est une chose sur laquelle il va falloir que je travaille, parce que visiblement, ça pose problème aux gens, les attaques ad hominem. Pourtant, il y a une phrase de Bourdieu citant Marx que j'ai toujours en tête sur cette question. Il dit, mais quand on attaque quelqu'un ad hominem, on n'attaque pas la personne, on attaque la fonction sociale de cette personne. Et le monde dans lequel on vit, il est agi, notamment quand il s'agit de ce genre d'espace-là, il est agi par des gens qui naissent, qui meurent, qui se lèvent, qui font des choix, qui parlent, qui agissent, qui s'exposent. D'accord ? Et quand les gens s'exposent, je considère qu'il est vraiment tout à fait normal de les prendre au sérieux, d'accord ? Puisqu'ils parlent en public, puisqu'ils agissent en public, puisqu'ils expliquent pourquoi ils font les choses ou ne font pas les choses. Ben, il faut les prendre au sérieux, d'accord ? Et c'est ce que j'ai fait. Donc, quand depuis la parution de ce livre, je me retrouve en face d'alliés, j'ai pas de nom d'alliés, il me dit oui, d'accord, mais quand même, telle personne, tu exagères un petit peu. Alors, je dis, mais j'exagère en quoi? Bah, quand même, tu cites tout ce qu'il a dit. Oui, c'est vrai, je cite tout ce qu'elle a dit, c'est vrai, oui, d'accord, mais tu dis aussi tout ce qu'elle a fait. Oui, c'est vrai, je dis tout ce que cette personne a fait, c'est vrai, mais est-ce qu'elle l'a pas dit? Si, elle a dit. Est-ce qu'elle l'a pas fait? Si, elle l'a fait. Donc, où est le problème? Bah, ça fait beaucoup quand même. Hein. Je dis, bah, comment on fait pour parler du rôle social des gens sans expliciter ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont dit? Et dans le monde de l'édition, comme en général dans le monde des médias, comme dans le monde où le métier consiste à montrer sa figure en public et à se courber devant tous les micros, d'accord? Pas ce qu'on tient, ce qu'on nous tient, d'accord? Eh bien, il faut le prendre au sérieux. Donc, effectivement, ce livre est une collection d'attaques ad hominem d'individus dont, il faut quand même le préciser aussi, je n'en connais aucun
C'est-à-dire qu'il y a, comme on dit dans les films américains, rien de personnel. D'accord ? Voilà. J'en connais aucun. Je ne saurais pas, je ne saurais pas reconnaître dans la rue une seule des personnes auxquelles je consacre des pages et des pages de portraits. D'accord ? Aucun. L'une des personnes qui est le portraitiste de manière la plus précise, c'est le patron d'une maison d'édition qui s'appelle Les Arènes, et il s'appelle Beccaria, Laurent Beccaria. Quand je dis que Laurent Beccaria ressemble à un bébé cadom, évidemment, c'est pas moi, c'est Laurent Beccaria qui parle de lui parce qu'il ressemblait à un bébé cadom quand il était petit. Donc, d'accord, c'est ridicule, mais c'est Laurent Beccaria qui parle de lui comme ça. Donc, c'est Laurent Beccaria qui parle de la couleur de ses chemises. C'est Laurent Beccaria qui parle de son rapport à la religion. Donc, quand Laurent Beccaria insiste longuement sur la tradition qui est la catholicisme de gauche auquel il appartient, et qu'on repère dans son catalogue, par exemple, des ouvrages, dont un surtout, qui est l'un des derniers que j'ai vu, qui est le portrait d'un soldat, je ne sais pas le mot, des polices spécialisées, qui notamment se font une fierté d'avoir attaqué Mera à Toulouse, ou d'avoir participé à l'arrestation des terroristes de Charlie, et que quand on lit le livre, l'impression qu'on a, c'est un débordement de testostérone, si vous voulez, et surtout avec la photo du gars en couverture, casqué, beauté, on a envie de dire, mais qu'est-ce que ce livre fait juste à côté des livres de, prenons un des directeurs de collection qui est attaché à la fabrique, qui est Guibaud, Jean-Claude Guibaud, dont maintenant quasiment un livre sur deux est un appel à la paix et à l'amour et à la concorde. On dit, mais comment on fait ? À quoi ressemble le portrait d'un soldat de la police qui glorifie l'esprit de corps ? Je crois que ça s'appelle le rap, c'est ça ? C'est le rat. Je ne sais plus comment s'appelle cet esprit de corps de la police qui est spécialiste dans l'antiterrorisme. Donc, c'est ça qui est mis à jour. C'est tout le travail de clarification des lignes éditoriales, il est fait sur le choix et les propos des éditeurs. Alors donc effectivement peut-être la trahison, hein, c'est sur ça qu'elle se repose, c'est l'absence de ligne éditoriale de ces maisons que vous citez. Par exemple, vous citez beaucoup Fayard, vous revenez sur Claude Durand, Henri Trubert, le catalogue de Fayard, aussi La Découverte, Le Seuil. Est-ce que la trahison repose sur la disparition d'une certaine forme de ligne éditoriale au profit de la variété la plus large possible, la palette la plus large possible d'expression ? Alors, je crois que c'est Beccaria qui présente sa maison d'édition et la ligne de sa collection comme ce qu'il appelle un portrait. Je crois que c'est pointilliste, c'est le mot qu'il utilise. C'est-à-dire que on voit le sens de loin. Vous savez qu'on a de la peinture pointilliste, en fait. Ce sont des touches de couleurs différentes qui finissent par donner une signification. Et la première question qu'on a envie de poser, c'est d'accord, mais ça donne quoi comme image à la fin ? Et effectivement, l'image que donne quand on voit la ligne éditoriale des arènes, et je me suis amusé à cette image-là, c'est celle de Mammon, c'est-à-dire c'est le nom de l'argent dans la Bible. Donc, effectivement, la trahison en question, en l'occurrence, c'est la trahison de ses propres valeurs. C'est-à-dire que comment est-ce quelqu'un qui se réclame de la tradition du catholicisme de gauche peut produire une maison d'édition qui n'a visiblement absolument aucun scrupule du moment que ça fonctionne. C'est-à-dire, alors, j'aimerais vous rappeler quand même que Les Arènes est l'éditeur de Valérie Trierweiler, par exemple. D'accord ? Donc, après avoir publié les livres d'un certain François-Xavier Verschave, qui est l'inventeur du concept de France-Afrique et qui a fait un travail tout au long de sa vie absolument extraordinaire pour clarifier la responsabilité de la France dans les politiques africaines, d'accord, et notamment de guerre, de détournement d'argent, de mise au pas réglé des gouvernements, d'accord. Donc c'est le même éditeur qui fait ça, d'accord.
Donc oui, il y a quelque chose comme ça. Mais la trahison en question, c'est même, alors je vais donner un point de vue qui est un point de vue de totale naïveté et totalement assumé, c'est-à-dire que j'ai l'espèce de fraîcheur. J'en ai plus l'âge, mais j'en garde la fraîcheur de dire que, de croire que ce métier d'éditeur, il est fondé sur la croyance que les livres qu'on diffuse, ils ont une fonction sociale. Cette fonction sociale, elle est d'améliorer la vie des gens, elle est d'augmenter la liberté des individus, elle est de baisser les injustices, elle est de faire disparaître les inégalités, elle est de permettre de prendre conscience des mécanismes de domination qu'ils subissent, etc., etc. Je continue à vivre avec cette espèce de fraîche illusion. Et ce que je découvre en m'intéressant à mes confrères, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est que en fait, entre la légende, parce qu'en vérité, cette légende, elle est supposée de partager, c'est-à-dire c'est celle qui est clamée en général, la réalité derrière, elle est très très loin de ça. Donc la trahison, c'est la trahison des idéaux. C'est la trahison des idéaux de ce métier-là. Alors peut-être que c'est la trahison que de mes idéaux, et qu'en fait, effectivement, quand on lit Durand, qui est probablement l'une des figures d'éditeurs qu'on ne connaît pas en dehors de l'édition, personne ne connaît Claude Durand en dehors de l'édition, paix à son âme, Claude Durand est mort. Mais l'une des conclusions d'un des entretiens que j'ai lus, c'est quelque chose comme « je suis un mercenaire, je suis libre ». Donc et là, on voit plus très bien, quoi. On voit plus très bien à quoi ça correspond tout ça, quoi, d'accord. En quoi d'ailleurs un mercenaire est libre? Je sais pas, un mercenaire, c'est quelqu'un qui se vend au plus offrant. Parfois, Et sur cette question des idéaux, ou en tout cas du travail en faveur d'une amélioration des conditions de vie, etc. Enfin, cette question politique de la radicalité, elle est paradoxalement très présente. Il y a un chapitre qui s'intitule, je ne sais plus le titre exact, mais en gros de l'augmentation des idées anticapitalistes dans le monde capitaliste. Et il y a là un paradoxe. On va revenir certainement sur le cas de la découverte, mais ils ne sont pas les seuls. Fayard, encore une fois, qui a édité beaucoup de manifestes d'attaque, de l'intermondialisme, etc. Pourquoi est-ce que ces idées de progrès social, de changement social, se retrouvent à s'exprimer chez ces ennemis du progrès social, ou en tout cas... Alors, pareil, ce sont des choses qui datent de la première édition et qui sont probablement ma première prise de conscience de l'ampleur des contradictions. D'accord. C'est quand je découvre que la première collection d'attaque, c'est-à-dire un groupe d'économistes et de militants altermondialistes qui luttent contre le capitalisme mondialisé, est publié chez Fayard. Fayard qui à l'époque est propriétaire d'Hachette, Hachette qui par ailleurs était à l'époque un groupe en fusion avec Matra qui est un marchand d'armes, d'accord, et qui était aussi, c'est Lagardère qui était le père Lagardère, Jean-Luc Lagardère qui était propriétaire de ce groupe, qui était aussi propriétaire d'Europe 1 et d'un ensemble important de médias, c'est-à-dire un vrai groupe qui était un groupe à la fois de pression, au service de ceux contre quoi attaque militer. Donc, ce degré de contradiction était levé par les gens qui à l'époque étaient à la tête d'attaque, en l'occurrence je crois que c'est Bernard Cassen, sur l'argument suivant, il faut diffuser auprès du plus grand nombre. Et seul un grand groupe a les moyens de diffuser auprès du plus grand nombre. Alors, j'ai essayé de montrer que c'est une fausse vérité. Alors, c'est compliqué, il faut rentrer dans les détails, c'est assez difficile, mais le premier argument qu'on a envie de donner, c'est est-ce qu'au nom de la diffusion au plus grand nombre, il faut qu'on dépende de ceux contre lesquels on lutte? Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est quand il s'agit, par exemple, de maisons d'édition, comme en l'occurrence, c'est vrai que la découverte est le plus emblématique,
dont la ligne éditoriale est une ligne indépendante de gauche, qui est même un héritage d'extrême gauche. Pour ceux qui ne savent pas, la découverte, le fond de la découverte s'appelle François Maspero, c'est-à-dire c'est l'éditeur emblématique de la lutte du militantisme contre la guerre d'Algérie, contre la torture. Une grande partie de tout le tiers-mondisme était publié chez Maspero, d'accord. Donc la découverte, c'est l'héritier de ce catalogue-là, dans lequel on trouvait aussi bien Che Guevara qu'évidemment Trotsky et une grande partie des auteurs anarchistes, notamment le magnifique recueil de Daniel Guérin qui s'appelle Anthologie de l'anarchisme, qui est toujours diffusé, là, qui est toujours édité d'ailleurs par la découverte. Donc ce catalogue-là a été baladé de grands groupes en grands groupes maintenant depuis presque 20 ans. Et la contradiction, c'est exactement la même qu'on a envie de leur renvoyer. Visiblement, c'est quelque chose qui convainc assez peu de gens. C'est assez intéressant de dire que cette contradiction, qui pour moi est évidente, convainc assez peu de gens. Et quand je dis que ça convainc assez peu de gens, c'est... Je vais décaler la question, c'est que quand il s'agit de choses encore plus énormes que ça, on voit que même ce type d'argument n'a aucun poids. Quand Minuit est racheté par Gallimard, ça se passe en 2 temps. Ça se passe par une sorte de pré-annonce au printemps, à la fin du printemps. Et c'est officiel 6 mois après, donc maintenant ça fait quelques mois seulement, d'accord, voilà. Donc au printemps dernier, d'accord, on apprend que la fille de Lindon, Irène Lindon, qui dirige Minuit depuis la mort de son père, a décidé de vendre Minuit à Gallimard. Ce qui, pour toute personne qui est un temps soit peu connue l'histoire de l'édition, est vraiment une anomalie, quoi. C'est vraiment une anomalie totale. Alors, passons sur la fameuse question de perte ou pas d'indépendance de Minuit, d'accord. Donc, évidemment, vous avez compris, comme c'est Gallimard qui l'a acheté, donc Minuit n'a pas perdu son indépendance. Contrairement à si c'était Hachette qui l'avait acheté. Si c'est Hachette qui avait acheté Minuit, Minuit aurait perdu son indépendance, d'accord. Là, en fait, il a même probablement, dans les pensées de certains, augmenté son indépendance, d'accord. Donc, mais il y a un autre problème que celui de l'indépendance. Il y a le problème de la ligne éditoriale et de l'histoire de Minuit. Donc il y a vraiment un grand livre sur l'histoire de Minuit qui a été écrit par Anne Simonin, qui est une sociologue de grande qualité. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en sociologie, d'accord, en sociologie de la culture. C'est l'école bourdieusienne, d'accord. Énorme pavé sur Minuit. Extrêmement documenté, des années de travail, d'accord. Quand on le lit, comme je l'ai fait, la chose qui est évidente, absolument évidente, c'est Minuit est né comme antithèse de Gallimard. C'est le contraire. Et c'est pas par hasard, puisque Minuit naît de la résistance à l'occupant nazi, et les premiers éditeur de Minuit érige Gallimard comme exactement ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi ? Parce que pour eux, le portrait qu'ils font de Gallimard sous l'occupation, c'est le portrait d'une maison d'édition qui a collaboré. D'accord ? On pourra revenir sur ce détail. Est-ce que Gallimard a collaboré ou pas ? Mais ça, c'est pas le sujet encore. D'accord ? Pour le moment, c'est juste Minuit Gallimard. Donc toute l'existence de Minuit est construite, même quand les premiers, en l'occurrence Vercors, auteur du Silence de la mer, se retire de Minuit et laisse la direction à Lindon. C'est un jeu de distance, c'est un jeu de prise de distance, d'accord, de toute l'existence de Lindon. Et il y a des textes clairs là-dessus, notamment au début. Il est évident que Gallimard s'est approché. C'est-à-dire que Gallimard a tenté d'acheter Minuit. Alors, je ne sais pas combien de fois, mais au moins plusieurs fois, ça a été assez clair, d'accord. Et ça a toujours été un refus net. Mais au moment où Minuit est racheté par Gallimard, la chose qu'on constate, c'est un silence total dans la presse. Pas un seul article signale que peut-être que ça pose quelques problèmes. Peut-être que les lignes éditoriales ne sont pas compatibles.
peut-être que quand même, Minuit, emblème de la maison d'édition indépendante, et là au sens strict du terme, c'est-à-dire indépendant au sens où ils n'ont jamais joué le jeu de la concentration. Minuit n'a jamais racheté aucune maison d'édition, Minuit n'a jamais grossi, Minuit n'a fait qu'une chose tout à fait stupéfiante dans le monde de l'édition. Ils se sont contentés d'éditer des livres dans une série de collections au sein d'une ligne éditoriale cohérente. Chose tout à fait stupéfiante, d'accord ? C'est absolument stupéfiant, cette chose-là, d'accord ? Donc, ce silence ne suffisait pas. La presse est allée un petit peu plus loin. Ils ont mobilisé des acteurs divers, notamment des acteurs du monde de l'histoire de la culture, de l'histoire de l'édition, pour leur faire dire que oui, il n'y a aucun doute en fait. Dans la continuité de l'histoire de Minuit, il était tout à fait normal qu'ils soient rachetés par Gallimard. Jean-Yves Mollier, éditeur, historien de l'édition, auteur d'une série d'ouvrages tout à fait importants, je veux dire, s'est prêté à ce jeu. Anne Simonin aussi. Et avec même une caractéristique qui est tout à fait étonnante, c'est elle a ancré cette explication de la parfaite continuité de la ligne étoile de Minuit. Pardon, c'est mal dit. Bon, vous avez compris. Elle a rajouté à cette continuité une autre continuité qui est c'est important aujourd'hui que Minuit soit maintenu dans son identité propre que lui garantit Gallimard, parce qu'on vit dans une période dangereuse où il y a une augmentation, une légitimation des penseurs, des auteurs et des idéaux d'extrême droite. Ce qui n'est pas faux. D'accord ? Mais la première chose qu'on a envie de lui dire, c'est où sont publiés ces auteurs d'extrême droite, notamment antisémites ? Où les trouve-t-on ? Rebatté, par exemple, Céline, par exemple, ils sont tous chez Gallimard ou je me trompe. D'accord ? Donc, on est d'accord avec la sociologue quand elle dit ça, mon envie de lui dire, on est surtout d'accord avec son livre, pas avec ce qu'elle dit maintenant. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi quelqu'un d'aussi brillant, quelqu'un d'aussi... Vous avez remarqué ce que c'est une attaque à dominem, d'ailleurs, vous voyez ce que je veux dire, ça c'est une attaque à dominem, voilà, c'est clairement une attaque de quelqu'un qui est nommé pour ce qu'il fait, pour ce qu'il dit, pour son rôle social, pour sa fonction sociale. Donc pourquoi elle fait ça ? Il y a au moins deux raisons. Je spécule, évidemment, j'en sais rien, je ne la connais pas. D'accord ? La première, c'est que, où est-ce qu'elle a publié notamment ? Chez Minuit, donc maintenant chez Gallimard. Où est-ce qu'elle veut publier ? Probablement chez Minuit et Gallimard. Elle a quoi comme sujet d'étude ? L'édition. Avoir comme sujet d'étude l'édition, ça veut dire pouvoir avoir accès aux archives. Qui donne accès aux archives ? Gallimard. Donc en fait, ils n'ont pas le choix. La plupart de ces gens n'ont pas le choix. D'accord ? Alors, c'est pas une image théorique. Hein. Il y a quelques années, j'ai fait une petite enquête d'historien amateur, parce que je ne suis pas, sur la collection La Pléiade. Et donc, je suis allé chercher des archives, notamment la bibliothèque Doucet, qui est une des bibliothèques les plus importantes à Paris, d'archives éditoriales, avec évidemment un papier qui me permettait d'entrer, c'est-à-dire à la fois André Chiffrin et ensuite, quand il est mort, son épouse, me donnait accès aux archives que André Chiffrin avait déposées à la bibliothèque Doucet, c'est-à-dire les archives Chiffrin. Donc dans lequel il y a toute la correspondance, notamment Gallimard-Chiffrin, et puis pas que, toute la correspondance de cette collection-là. En fait, je n'ai pas eu accès à tous les documents. Il fallait faire une demande auprès de Gallimard. Comme vous imaginez, je n'ai jamais eu l'autorisation d'accès à la plus grande partie des documents. D'accord ? Donc c'est pas du tout théorique. D'accord ? Ensuite, il y a un deuxième point, qui est un point encore plus important que celui-là, puisque celui-là, il reste assez restreint. D'accord ? On a parlé, j'ai ouvert sur un auteur comme Plenel, qui est un auteur, un essayiste prolifique, d'accord,
un inventeur même de modèles médiatiques, en l'occurrence à Mediapart, quelqu'un qui a un rôle extrêmement important comme journaliste, comme directeur de médias extrêmement central, important, et qui se mobilise sur tous ces fronts-là. On a envie de dire, c'est important, c'est précieux. Donc, il a été notamment actif chez Stop Bolloré, qui est un groupe qui se mobilise contre la tentative de rachat. Enfin, c'est pas une tentative d'ailleurs, puisque c'est fait. En fait, le rachat, c'est fait. Le rachat de Hachette par Bolloré. D'après ce que j'ai compris, les seuls détails sont ceux qu'il va pouvoir garder entre les deux groupes. C'est la bataille là-dessus, d'accord. Mais la première chose que quelqu'un de malveillant comme moi va faire, c'est où publie Plenel. Et en fait, lui, Plenel ne publie que dans les grands groupes. Uniquement que dans les grands groupes. Donc la première chose qu'on aura envie de dire, c'est plutôt que toutes ces déclarations militantes, qui sont difficiles, qui ont une efficacité hasardeuse, il faut bien avouer, il y aurait une efficacité très très simple, et qui, elle, ne dépend que de Plenel, c'est arrêter de publier dans tous ces grands groupes dont il explique qu'il faut limiter la nuisance. Et en fait, c'est une chose, ça date pas de la première édition. C'est en travaillant récemment, et notamment sur l'histoire de Gallimard en 39-45, que j'en suis arrivé à cette espèce de résultat très étonnant, c'est que la décision clé, qui est toujours absente, et qui n'est jamais prise dans le monde d'édition, c'est notamment celle des auteurs. Et sur un point particulier. Et je l'ai trouvé, évidemment, comme je ne suis pas historien du tout, et je le trouve dans les livres que je lis, je l'ai trouvé chez Anne Simonin. Et je l'ai trouvé sur l'histoire de Gallimard, pas que d'ailleurs, aussi dans la biographie par Pierre Assouline de Gaston Gallimard. C'est toute cette étrange période qui est le moment où l'occupant nazi est chassé, le moment où le pouvoir est pris en grande partie par les armes, mais pas que par les résistants, le PC bien sûr, De Gaulle aussi, le moment où on commence à installer des commissions d'épuration, et le moment où se discute de quel éditeur a collaboré, quel éditeur n'a pas collaboré. Alors, il y a 2-3 cas sur lesquels ça ne fait pas de doute, des propagandistes antisémites, de Noël et Grasset, par exemple, voilà, ça ne fait pas de doute. La réalité, et notamment, il n'y a à peu près aucun historien de l'édition qui dit le contraire, c'est la grande majorité, la très 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 grande majorité des éditeurs ont collaboré. Plus ou moins, mais ils ont largement collaboré. D'ailleurs, comme la plus grande partie des patrons de l'industrie. Je crois que c'est De Gaulle qui, quand les patrons de l'industrie viennent le voir après la guerre, leur dit « Mais, messieurs, je vois maintenant, j'en ai pas vu beaucoup avant quand même. Hein. » C'est-à-dire qu'ils viennent le voir quand c'est fini, quoi. L'édition, c'est pareil. Et c'est Anne Simonin qui dit que probablement, dans le monde de l'édition résistante, ce qu'on appelait la résistance intellectuelle, c'est 3-4 maisons, 2 de taille à peu près respectable, et en vérité, une seule qui est efficace, c'est Minuit. Donc, comment on va trier ? En fait, le tri va être fait d'une manière qui est un peu curieuse. En fait, ça va être, une fois éliminés les 2-3 propagandistes nazis, antisémites, en fait, ça va être au prestige. Et c'est notamment De Gaulle qui va trancher. Grasset représente la littérature française pour lui. Gallimard représente la littérature française. Donc en fait, ils en ont besoin. Enfin, c'est cette espèce de formule, vous savez, trop gros pour échouer, trop gros, too big to fail. D'accord ? Donc qui va gérer ça. Mais pas que. Ça, c'est la partie habituelle, j'ai envie de dire. Il y a une autre partie qui compte. C'est quels sont les membres des commissions d'épuration. Vous avez quelques membres prestigieux, des membres qui évidemment ont participé à la résistance intellectuelle. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est qu'une grande partie des auteurs qui ont participé à la résistance intellectuelle sont des auteurs Gallimard. Par exemple, Jean-Paul Sartre. D'accord ? Et ce qu'on découvre, et c'est clairement expliqué dans les ouvrages qui sont dans l'édition, c'est que,
En fait, Sartre est un avocat extrêmement efficace de Gallimard. Mais pourquoi est-ce que Sartre est un avocat extrêmement efficace de Gallimard? Arrêtons de parler d'idées. Non. En fait, il défend son employeur. Tout simplement. Comme tous les autres. Pourquoi est-ce que Gallimard ne tombe pas sous la commission d'épuration? Parce que dans la commission d'épuration, il y a des auteurs qui ont besoin de recevoir tous les mois leur droit d'auteur. Rien d'autre que ça. Alors, évidemment, on est une époque où les auteurs ne sont pas, pour la plus grande part, des universitaires, comme c'est aujourd'hui, notamment dans le domaine des essais, et donc ils dépendent de ces salaires-là. On a envie de dire, oui, c'est vrai. Mais ils auraient pu trouver d'autres solutions. C'est très difficile à imaginer, mais semble-t-il, ce n'est pas celle-là qu'ils ont choisi. Et ce qu'on peut dire donc, c'est que ce qu'on a observé clairement, et c'est une conclusion à laquelle les historiens arrivent, cette conclusion-là, on la retrouve encore aujourd'hui. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que la plupart des auteurs ne rompent pas avec ces structures dont ils passent à longueur de page et à longueur d'émissions radio et télé leur temps à les critiquer? C'est parce qu'en fait, ce sont ceux qui leur payent leur droit d'auteur, ce sont ceux qui leur permettent de mener leur carrière. J'arrête là. Mais on peut prendre aussi le problème un petit peu à l'inverse. Vous citez un moment Ernest-Antoine Sellière, qui était patron du MEDEF au début des années 2000, qui fait partie de la famille Wendel et qui est donc qui est le propriétaire d'Editis au début des années 2000, qui est donc propriétaire de La Découverte et qui se voit en couverture d'un livre de La Découverte qui dénonce le gouvernement des riches. C'est pas les Pinsons Charlot, mais quasi. Il se voit sur cette couverture avec Jean-Pierre Raffarin, collusion, etc., et ça le fait rire. Aujourd'hui, Vincent Bolloré à La Découverte, par le biais de La Découverte, publie par exemple Gérard Noiriel, qui démonte la logique et la rhétorique d'Éric Zemmour, alors que Vincent Bolloré lui-même présenté comme le zélateur d'Éric Zemmour. Et il y a là aussi une contradiction. Pourquoi est-ce que ces gens, Wendel, Bolloré, etc., s'amusent à publier ce genre de livres? Pourquoi est-ce qu'ils gardent ces maisons dans leur groupe? C'est a priori pas ce que ça leur rapporte comme argent. C'est une question compliquée. D'abord, en fait, la réponse est un peu technique, mais je vais essayer d'y répondre sans rentrer dans le détail, d'accord? Mais premier point, d'abord, autant Sellière rit, autant je ne crois pas que Bolloré soit fameux pour rire. D'accord, il n'est pas connu pour ça. Ensuite, je ne suis pas complètement sûr, mais je crois qu'il n'était pas encore propriétaire d'Editis quand Gérard Noiriel a publié ce livre. Il faudrait vérifier, mais c'est à vérifier, d'accord? Mais effectivement, le problème se pose. C'est-à-dire qu'une grande partie de la production de La Découverte, notamment, est une production qui va à l'encontre des idéaux de Bolloré. D'accord, mais on va revenir, on va faire un grand retour en arrière pour essayer de donner un élément de réponse. À la fin du 19e, va émerger la loi sur la liberté de la presse, la liberté d'expression, d'accord, dans les années 1880. Mais avant, la règle, c'était la censure. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas publier des ouvrages sans que ça passe devant une commission de censure, d'accord, qui ensuite va disparaître. Mais déjà à l'époque, le statut de la censure va être strictement dépendant de la taille des objets. C'est-à-dire que le censeur va d'autant plus regarder le texte que le texte est petit et pas cher. Plus le texte est cher, plus le livre est gros, plus le livre est compliqué, moins il va dire quelque chose, en fait. C'est-à-dire que le censeur est pas idiot, c'est-à-dire qu'il sait que la propagande est dangereuse, si vous voulez, quand elle peut croiser le plus grand nombre. En revanche, elle l'est plus du tout quand elle s'adresse au public cultivé. Il se passe la même chose, c'est-à-dire que tout brutal soit-il, Bolloré sait très bien que c'est de la décoration. C'est de la décoration pour un public réduit, un public déjà acquis à l'ordre. Ce public s'appelle la bourgeoisie cultivée. D'accord ? Donc, je
vais donner cette réponse-là sur ce. En revanche, effectivement, il va s'en prendre à un comique de France Inter. Parce que là ça commence à toucher un peu trop de monde, voilà. Je ne connais pas les tirages de l'ouvrage de Georges Noirel sur Zemmour, mais c'est pas un ouvrage grand public. Alors il s'est très bien vendu, mais c'est pas un ouvrage grand public. C'est un ouvrage qui compare deux biographies avec une figure d'antisémite. C'est Drummond, hein, c'est ça, du 19e, d'accord. C'est assez savant comme texte, d'accord. Donc c'est toléré, d'accord. C'est toléré, ça. Et alors pour passer dans le versant peut-être un petit peu plus optimiste de ce tableau, c'est la question des indépendants, des vrais, dont fait partie Agone, mais vous citez plusieurs fois donc vos confrères de La Fabrique, d'Anacharsis qui sont ici, beaucoup d'autres maisons, l'échappée, etc. Toutes ces structures font, quant à elles, un vrai travail de critique politique, de critique radicale, sans comment dire, sans se compromettre, mais tout en parvenant à toucher un grand public. Et vous citez un certain nombre de titres qui sont des best-sellers, sans faire partie du circuit, en tout cas médiatique et de distribution classique. Ils passent en librairie, mais ils sont absents des grandes surfaces, parce que c'est quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup, la diffusion en grande surface. En tout cas, il est possible de faire des livres qui se vendent et qui parlent au plus grand nombre sans passer par les grands groupes. Voilà, ça fait effectivement partie des démonstrations que j'ai essayé de porter. Alors, je ne sais pas à quel point elles sont convaincantes, mais oui, il y a des éditeurs alors, indépendants, petits, qui font un travail. Alors, vous avez dit critique, oui, radical, oui, mais c'est même pas là, c'est même pas le point. Le point, c'est plutôt, ils font un travail d'éditeur, tout simplement. Ils font pas un travail de communicant, ils font pas un travail de marketing, ils font un travail d'édition. Et c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Avec des petits exemples qui conviennent de donner. Régulièrement, on arrive à publier des livres dont le succès va étonner les uns et les autres. Le premier cas chez nous, qui est d'ailleurs toujours entre best-sellers, c'est un ouvrage de Wardin qui s'appelle Une histoire populaire des États-Unis d'Amérique, qui doit être à 80 000 exemplaires maintenant. Alors, c'est bien 80 000 exemplaires, c'est pas la question, c'est ce qu'on appelle déjà un best-seller, mais par exemple, si vous comparez à un des derniers ouvrages paru aux éditions des Arènes, qui s'appelle Trois amis en quête de sagesse. Je crois que c'est ça, Trois amis en quête de sagesse. Je crois que c'est 329 000 exemplaires vendus. D'accord, je ne compare pas aux 600 et quelques mille exemplaires de l'ouvrage de Valérie Travailer. D'accord, donc on est quand même aussi dans des registres différents. D'accord, 80 000, en fait, c'est minable. D'accord, c'est ça. Mais en fait, ça intéresse quand même. Ces éditeurs-là ne refusent pas un bouquin à 80 000 exemplaires. D'accord, et donc, en proportion de la taille des maisons qui les éditent, ça reste. Effectivement. D'accord, donc. Comment est-ce qu'on hérite du bouquin de Wardin et d'autres qui sont plutôt très bien vendus? Alors, la réponse très simple, c'est personne n'en voulait. Ça, c'est très très important à comprendre. Personne n'en voulait. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, ils n'en voulaient pas. C'est-à-dire qu'évidemment, après, effectivement, on va essayer de le racheter en poche. Bon, évidemment. Mais c'est aussi parce que nous n'avons pas le même mode de calcul. C'est-à-dire que les bénéfices attendus par l'édition d'un livre, selon la taille de la maison d'édition, mais vraiment c'est extrêmement différent. C'est-à-dire que un petit éditeur peut rentabiliser des livres qu'un grand éditeur ne peut pas. En fait, parce que nous, on ne paye avec nos marges que nos salaires, notre fonctionnement. On ne paye pas le groupe. D'accord, on n'est pas un groupe. Alors, un groupe, par ailleurs, ça peut faire des économies d'échelle, mais visiblement, curieusement, ils peuvent faire des économies d'échelle et pourtant, ils ne peuvent pas publier des livres trop chers. Donc, c'est ça, c'est une sorte donc, en fait, ça veut dire qu'ils publient surtout des livres rentables. D'accord, voilà, a priori. Donc, oui, la partie enthousiasmante, c'est que
Il y a énormément de maisons d'édition. J'en cite une poignée dérisoire, d'abord parce que je ne citais que ce que je connaissais, mais il y a des dizaines et des dizaines de millions de maisons d'édition qui sont encore aujourd'hui indépendantes. Alors, ça baisse vite, hein. C'est-à-dire que c'est difficile de durer, c'est difficile de transmettre, c'est difficile de grossir. Mais enfin, on a des exemples. Hein, je veux dire, Minuit a tenu de 1943 à 2013. Si on pouvait tous tenir comme ça serait pas mal, quoi. 2023, pardon, 2023. Peut-être parmi vous, il y a des personnes qui ont des questions. Si vous avez soit lu le livre ou bien si vous souhaitez rebondir sur quelque chose qui a été dit, n'hésitez pas. Editis, c'est un groupe éditorial au sens strict du terme. D'accord ? Non, il est propriétaire. Il est propriétaire d'ailleurs de deux groupes de diffusion et de distribution. D'accord ? D'ailleurs, absolument. Mais lui-même et en fait tout ça est la propriété de Bolloré. C'est-à-dire, enfin, pour le moment, on ne sait pas jusqu'à quand. D'accord ? Editis, c'est le groupe éditorial qui est né d'une carambouille un peu particulière. C'est-à-dire, voilà, rapidement, voilà. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de Sven Nielsen, voilà, qui crée en 1943 une maison d'édition sur des bases extrêmement commerciales, qui va très vite grossir après-guerre, qui ensuite va devenir le groupe de la Cité. Il va fusionner avec Havas, ça va aller très 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 vite, d'accord. En 50 ans, en fait, il arrive même à être plus gros qu'Hachette. C'est une machine tellement efficace sauf qu'évidemment le jeu devient de plus en plus compliqué. D'abord les banques s'en mêlent et tout ça va on va dire, ça va pas s'effondrer, disons, mais ça ne va pas devenir ce qui était prévu. C'est-à-dire que et notamment le moment où ça va être racheté par un consortium qui n'a rien à voir avec ça, c'est-à-dire c'est la Générale des Eaux, d'accord, à l'époque où Jean-Marie Messier est nommé à la direction de ce groupe-là, et qui va complètement modifier la structure du groupe. C'est un groupe industriel classique, il va en faire un groupe médiatique. D'accord, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2002, il achète même des grands groupes américains. En fait, c'est devenu le modèle en fait de la réussite française à l'international, d'accord. Donc, au bout de 2 ans, on va dire, ce château de cartes s'effondre et immédiatement, c'est racheté. Alors, c'est dépecé et racheté. Et la partie éditoriale est rachetée par Hachette. Voilà. Sauf que ils ont un interdit très rapide de la commission concurrence européenne qui l'oblige à recéder une partie des groupes. Alors il va recomposer son groupe et il va en relâcher une partie qui est la partie qui lui permet de ne pas tomber sous l'accusation des règles de la concurrence, d'accord. Et ce groupe-là va s'appeler Editis. Et il va choisir à qui il le vend, et il le vend en l'occurrence à Célière, qui est donc le groupe Wendel, qui va ensuite lui le vendre à Planeta, c'est-à-dire un groupe espagnol diversifié dans l'aviation notamment, d'accord, qui ensuite c'est lui qui va le revendre à Bolloré. En fait, à Bolloré qui vient d'acquérir Vivendi, d'accord. Vivendi qui était le nom qui avait été donné, voilà, à la Générale des Eaux. C'est-à-dire, c'est la partie médiatique de Vivendi. Tout ce jeu-là, enfin, il vaut mieux en rire, d'accord, mais la réalité de ce jeu-là, d'abord, ce sont des sommes importantes qui sont gagnées. Hein. C'est-à-dire que quand, voilà, oui, non seulement des sommes importantes, évidemment, mais surtout, ce qui est assez toujours étonnant quand on suit ces carambouilles, je n'ai pas d'autre mot que ça, c'est les déclarations, d'accord. C'est une fois de plus les déclarations, ce que disent les gens et ce que font les gens. Quand le baron Célière rachète Editis, il le rachète avec des intentions qui sont des intentions extrêmement vertueuses. C'est-à-dire qu'il le rachète parce qu'il veut protéger une partie du patrimoine français. D'accord ? Oui. Notamment parce que dans son groupe, il y a Plon, et Plon édite Charles. Le grand Charles. D'accord ? Donc il faut absolument que... Et donc il va tenir, et il dit, j'achète ça pour très très longtemps. J'achète pas ça... Pour faire des spéculations quand même.
je ne suis pas le propriétaire d'un fonds de placement, d'un fonds d'investissement. En fait, si, c'est le propriétaire d'un fonds d'investissement, d'accord ? Donc, pendant je crois que ça dure 4 ans. En 4 ans, tout ce qu'il fait, c'est essentiellement gonfler le groupe pour le vendre avec du bénéfice. Ça n'est rien d'autre que ça. Et il le vend à plein état. D'accord ? Voilà. C'est une question qu'on pose souvent, c'est est-ce que ça a des effets de censure en termes de nous décidons de ne pas publier tel ou tel pour telle ou telle raison. Très franchement, non, il y a réduction de l'offre, il y a étouffement de la diversité, très franchement, les mécaniques ne sont pas des mécaniques de cet ordre-là. Ça se passe de manière beaucoup plus structurelle. Je donne un exemple de la manière dont ça fonctionne, et ça tombe bien, on est dans une librairie. En fait, on pourrait réduire l'offre éditoriale au nombre de mètres carrés de table et au nombre de mètres linéaires de rayonnage de librairie. D'accord ? Vous projetez ces 2 chiffres-là en mètres carrés, c'est encore plus simple, d'accord, sur une grande table, d'accord ? Voilà. Et vous voyez, ça, c'est la réalité, ce qui à un temps T est offert. C'est l'offre, ça, à un temps T. D'accord ? Alors, je ne l'ai jamais fait, mais si je le fais, n'importe quel libraire, je pense que vous voyez très bien à quoi ça correspond. Vous verrez très bien que déjà 90% de la table, c'est les grands groupes. 90% de la table. Si vous le traduisez en chiffre d'affaires, c'est 89,7%. Il n'y a pas très longtemps. Ça a été calculé. D'accord ? Mais parlons plutôt d'offres, mais c'est 90%. D'accord ? Dans les 10%, c'est en fait tous les autres qui se battent. Donc ça veut dire, vous imaginez, les petits éditeurs dont je parle, en fait, c'est ridicule. Donc, la vraie question, c'est l'occupation de cette surface de table-là. Voilà. C'est-à-dire que l'exemple typique, c'est la rentrée littéraire. La rentrée littéraire, je ne sais plus comment c'était. Entre 5 et 600 nouveaux romans par an. Voilà. Par an. En septembre. Oui, mais prenons la rentrée littéraire de cette manière. C'est des centaines de. Donc, pourquoi faire tous les éditeurs savent que la plupart vont être pilonnés dans les 3 mois. Sauf qu'il faut occuper la surface pour que les autres n'occupent pas la surface. C'est essentiellement ce terme-là. Et puis, avec tout c'est accompagné évidemment d'un travail de colonisation médiatique. C'est-à-dire, c'est la place qui est prise. Voilà. Et puis, après, il y a d'autres choses qui sont. Là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est dans une vraie grande librairie de centre-ville. Bon, particulièrement grande, d'accord, particulièrement importante, mais serait-elle plus petite ? Il y a Terra Nova qui est pas loin, il y en a d'autres, ça marche pareil, d'accord, avec une vraie diversification de l'offre, d'accord, mais la réalité du gros chiffre d'affaires, en fait, elle n'est pas faite là. Elle est faite dans les supermarchés déjà, pour commencer. C'est-à-dire que quand on parle de... Vous croyez tout de même pas quand même que les prix Goncourt sont majoritairement vendus dans ce genre de lieu-là ? Non, c'est vendu... C'est des palettes qui arrivent en supermarché. Ici, l'unité de livraison, si vous voulez, c'est pas la même. On passe du carton à la palette, d'accord ? Quand c'est du lourd, c'est la palette. Voilà, l'unité de vente et de livraison. Je me trompe pas quand je dis ça. Nous, notre unité, c'est plutôt le carton. Voilà, c'est le carton, d'accord ? Et il faut savoir que cette chose-là, elle est démultipliée parce qu'il faut rajouter aussi, pas seulement évidemment les supermarchés, mais aussi les lieux, comment on peut appeler ça ? Vous savez, comment il y avait des dépôts de pain, il y a des dépôts de livres. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les dépôts de pain, c'est pas dans les boulangeries, d'accord ? Ben, il y a des dépôts de livres, c'est pas dans les librairies. Accéder à ces lieux de diffusion d'ouvrages, mais c'est même pas la peine d'y penser, en fait. Ça n'existe pas. D'abord, ce sont des mécaniques qui sont extrêmement précises, mais donc ça va des Cultura et centres culturels Leclerc au supermarché, relais et tout. C'est tout ça. Et c'est ça qui fait la masse. C'est ça qui fait la masse.
Nous, on se concurrence, entre guillemets, dans ces espaces qui s'appellent les librairies, mais c'est déjà à la marge de la grosse production, des gros chiffres d'affaires. Et d'ailleurs, un des principaux problèmes qui se posent dans les éléments d'analyse de la presse spécialisée, c'est qu'en fait, ils parlent du livre comme si c'était une espèce d'unité. Vous avez, dans les mêmes calculs qui sont faits, vous avez des bouquins de sciences sociales et humaines, de la vraie littérature, et vous avez le énième, comment on appelle ça, le énième bréviaire de bien-être et spiritualité. Tout ça, c'est pareil. Vous avez aussi des livres pratiques, tout ça, c'est pareil. C'est mis mais le vrai argent, il n'est pas fait là. Et les vraies dégradations sont faites aussi sur les équilibres internes à la production. C'est-à-dire que quelle est la place qui est prise. Ça, ce sont des choses dont j'ai souvent parlé avec Christian Torel, qui est le patron et le fondateur de cette librairie. C'est l'évolution des grandes lignes. C'est-à-dire que quand il crée Ombre Blanche, en fait, la place que prennent les sciences humaines et sociales, la place que prend la psychanalyse, par exemple, c'est colossal, quoi, dans ce type de lieu. Et maintenant, tout ça est repoussé, c'est repoussé notamment par le dernier grand secteur qui fait beaucoup d'argent, c'est bien-être et spiritualité. Voilà. On essaye, nous, au quotidien, de limiter cette conquête, mais le rayon de sciences sociales fait encore davantage de chiffres que le rayon de développement personnel, j'espère pour longtemps. Merci à tout le monde, merci beaucoup d'être là. Merci. Vous avez pu écouter à l'instant Thierry Discepolo, auteur de La trahison des éditeurs aux éditions Agone, enregistré à la librairie Ombre Blanche le 23 mars 2023. Rencontre réalisée et mise en onde par Radio en collaboration avec Radio Plus et Radio Terre.